Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense ? Stream 19. Cerveau et stéréotypes de sexe. Méta de choc, ce sont des podcasts, des vidéos, comme c'est le cas de l'émission d'aujourd'hui diffusée en parallèle sur YouTube. Et depuis 2020, c'est une collection de livres permettant d'approfondir des sujets de la plus haute importance pour qui veut cultiver son esprit critique, comprendre ses propres processus mentaux et déjouer les raisonnements fallacieux. Le 4e livre de la collection Méta de choc, Cerveau et stéréotypes de sexe, comment faire dire à la biologie ce qu'elle ne dit pas, a été coécrit avec Odile Fillot, chercheuse en études sociales des sciences biomédicales. Pour marquer sa sortie, nous avons organisé une rencontre à la Librairie des Femmes à Paris en décembre 2024. Ce lieu historique, fondé par Antoinette Fouque, militante féministe et figure fondatrice du mouvement de libération des femmes, MLF, fête ses 50 ans cette année. Odile Fillot est connue pour avoir conçu le premier clitoris imprimable en 3D. Ses recherches portent sur les différences naturelles liées au sexe et sur les biais dans la transmission des connaissances. En lien avec cette activité, elle a créé le blog Allodoxia en 2012, sur lequel elle développe des études de cas, analysant la distorsion dans la vulgarisation des articles scientifiques. Elle a également créé un site web dédié au clitoris, Clitinfo, et coécrit Idées reçues sur le clitoris, publié en 2022. Dans cette conversation, nous déconstruisons quelques grands mythes autour des origines des différences psychologiques et comportementales entre les hommes et les femmes. La violence des hommes vient-elle de la testostérone ? L'attention maternelle est-elle conditionnée par l'ocytocine ? Les filles sont-elles prédéterminées à aimer les tâches ménagères et les garçons naissent-ils avec un meilleur sens de l'orientation ? Attention, ce qui suit risque fort de bouleverser ce que vous pensez savoir sur les différences hommes-femmes et de changer votre perception de vous-même et de votre entourage. Installez-vous confortablement, tout va bien se passer. Merci beaucoup à vous deux d'être présentes ce soir. Je vais peut-être commencer par vous demander comment est né cet ouvrage, qui est donc l'adaptation d'un podcast diffusé en septembre 2019, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors au départ, donc, le projet de Méta de choc était exclusivement de faire un podcast, donc de diffuser des interviews principalement avec soit des experts comme Odile, soit des personnes qui avaient vécu des expériences particulières, de sortie de croyances en particulier. Et puis, au fur et à mesure des années, les gens m'ont demandé, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir finalement la transcription ou est-ce que vous ne pourriez pas publier des livres carrément de ces émissions. Donc, je me suis dit oui, pourquoi pas faire ça. Et c'est là que Sonia Bressler, des éditions La Route de la Soie, m'a proposé de créer cette collection Méta de choc, qui a donné lieu donc à 4 livres déjà. Et effectivement, c'est l'occasion de transmettre à des personnes qui n'écoutent pas des podcasts un format livre, de pouvoir éventuellement l'offrir à des personnes qui n'écoutent pas les podcasts, mais aussi, et je trouve que c'est très intéressant, surtout pour un sujet, par exemple, comme celui d'aujourd'hui sur le cerveau et les stéréotypes de sexe, de pouvoir se poser et pas juste de subir tout simplement l'écoute d'un podcast, mais de pouvoir se poser, de revenir en arrière, de relire des passages qui nous intéressent particulièrement ou sur lesquels on a envie de poser une attention particulière. Et j'ai trouvé que, oui, effectivement, c'est super d'avoir un format, un support de livre comme ça. Tout à fait. Vous touchez un public différent aussi, justement, peut-être que... Oui, exactement. Quant à moi, j'étais très contente qu'il y ait ce projet de livre, parce que tous les podcasts d'Elisabeth ne sont pas transformés en livres, loin de là. Donc voilà, quand Elisabeth m'a proposé ce projet, j'en étais très heureuse, parce que le podcast, c'est une conversation qui est spontanée. Donc moi, j'étais très frustrée, parce que je trouvais qu'on était passé trop vite sur un certain nombre de choses. Et donc, voilà, le livre... ça permettait de développer certains points. Donc voilà, peut-être on reviendra sur la structure du livre, mais il y a des encadrés, etc. On y reviendra, ok. Tout à fait. Et du coup, pourquoi cet intérêt pour ce qui concerne la naturalisation de genre ? C'est un intérêt qui vient de très loin, en fait, je peux dire, de mon enfance, parce que voilà, j'ai grandi dans
dans un environnement familial dans lequel les rôles de sexe étaient vraiment très traditionnels, très stéréotypés. Et puis il y avait des discours aussi de justification qui allaient avec ça. Bon, j'ai un frère et une sœur, et voilà, mon frère avait parfois le droit de faire des choses. Enfin, il y a des comportements qu'on tolérait de sa part et qu'on tolérait pas de ma sœur et moi. Et voilà, donc il y avait déjà cette problématique du discours de justification. C'était ah oui, mais c'est un garçon, c'est pas pareil. Voilà. Donc je pense que très tôt j'ai été éveillée à cette problématique. Voilà, je ressentais comme injuste qu'on se retrouve mis dans des cases en fonction de notre sexe. Et donc assez vite, je me suis posé des questions sur les fondements des discours qui étaient mis en avant pour justifier ça. Voilà, donc ça c'est vraiment l'origine très lointaine. Après, il se trouve que par ailleurs, donc vous avez dit que j'étais ingénieure, mais j'ai fait aussi un DEA de sciences cognitives. Donc en fait, la compréhension voilà, de l'intelligence, enfin comment fonctionne le cerveau, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et ces deux centres d'intérêt se sont rejoints finalement quand, à partir du milieu des années 90, je ne sais pas si vous vous souvenez, les premiers livres, Les hommes viennent de Mars, Les femmes de Vénus, tout ça. Donc c'est à ce moment-là que c'est sorti. Et ça faisait déjà quand même voilà, 2-3 ans qu'il y avait beaucoup de choses dans la vulgarisation. Moi, j'étais abonnée, enfin, je lisais Science et Vie pour la science. Et je voyais quand même passer beaucoup de discours voilà, prétendant que la recherche scientifique avait montré que effectivement, oui, les hommes, les femmes pensaient complètement différemment pour des raisons biologiques. Et, bref, et donc voilà, ça, mes deux centres d'intérêt se sont rejoints et j'ai eu envie de travailler là-dessus. Voilà. Super. Vous, Elisabeth, j'imagine que ça rejoignait un petit peu la volonté de débunkage des mythes de manière générale, dont celui d'un cerveau rose et d'un cerveau bleu. Oui, alors c'est vrai que le débunkage, c'est pas exactement ce que je fais, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la réflexion sur nos propres pensées. Mais c'est vrai que pour bien réfléchir, il faut déjà avoir de bonnes bases pour réfléchir. On n'est pas dans une réflexion de café du commerce. Il faut qu'on ait quand même des informations fiables au départ. Donc, souvent, ce sont des informations scientifiques. Ça peut être aussi des informations philosophiques ou d'autres choses, mais je veux dire, avoir un socle de réflexion fiable. Et sur un sujet comme les différences hommes-femmes, je pense qu'il est primordial d'avoir des connaissances à notre disposition pour ensuite émettre éventuellement un avis, une opinion, un ressenti, etc. Et pour moi, les croyances qui gravitent autour de ce qu'on pense être lié à la féminité, à la masculinité, ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, c'est hyper présent dans notre quotidien, c'est hyper présent dans notre société, ça structure énormément de choses. Et il me semble que ça fait partie des croyances les plus communes qu'on peut avoir et qui ont le plus de conséquences. Donc oui, pour moi, c'était un sujet très, très intéressant à aborder. Les croyances ne se cantonnent absolument pas aux croyances religieuses ou spirituelles. On en a tout un tas au quotidien. Donc faire cette émission, c'était super intéressant. J'ai appris évidemment beaucoup de choses en la préparant et en l'enregistrant. Et puis j'ai appris encore plus de choses en travaillant sur le livre avec Odile. Et je pense que c'est primordial pour chacun en fait de se poser des questions sur le genre parce que ça nous concerne tous au premier chef. Bien sûr. Et du coup, c'est une question un peu provoque, mais est-ce que le débat inné-acquis serait dépassé en fait ? Parce que c'est une question que vous abordez dans les premiers chapitres de votre livre, et c'est vrai que c'est souvent, on entend « c'est quelque chose d'inné » ou au contraire c'est acquis. Des discours qui font beaucoup reposer sur l'aspect reproductif de la différence sexuelle, par exemple, comme pour donner une légitimité biologique. À l'inverse, il y a aussi une tendance qui dit que tout n'est que construction, tout n'est que... Alors comment s'en sortir là-dedans ? Est-ce que c'était aussi le but de votre échange de donner des clés peut-être ? Oui, alors il y a plusieurs questions dans votre question, mais d'abord, est-ce que le débat inné-acquis est dépassé ? C'est vrai que ça c'est une idée qui circule pas mal, où il y a des gens qui disent, de toute façon, on sait bien que rien n'est complètement acquis, rien n'est complètement inné, et en fait c'est impossible de démêler les deux parce que n'importe quelle caractéristique d'une personne, qu'elle soit d'ailleurs psychologique ou physique, elle se construit à la fois avec de l'inné et de l'acquis.
Donc c'est une des idées contre lesquelles je lutte. C'est un des points effectivement qui est un petit peu éclairci dans le livre. C'est qu'on confond deux questions. On confond la question de savoir qu'est-ce qui construit une caractéristique. Donc là, effectivement, en fait, si je prends ma stature, par exemple, on ne pourra jamais dire quel est le pourcentage de ma stature qui est dû à ce que j'ai mangé et ce qui est dû à mes prédispositions biologiques, enfin génétiques. Ça n'a pas de sens. C'est une question qui n'a pas de sens. En revanche, la question qui a parfaitement un sens, et donc c'est aussi une question innée acquis, c'est celle de l'origine des différences entre individus ou entre groupes d'individus. Donc là, en l'occurrence, si on prend le groupe des femmes et le groupe des hommes, qu'on fait une moyenne sur n'importe quelle caractéristique psychologique ou autre, et mettons qu'on constate une différence entre la moyenne des hommes et la moyenne des femmes, ça a un sens de se demander qu'est-ce qui a causé cette différence. Et là, ça peut être du 100% inné, ça pourrait être le résultat pur et simple de leur différence biologique, mais ça peut être aussi du 100% acquis, entre guillemets, donc du 100% construit, et puis ça peut être n'importe où entre les deux. Et c'est ça la question, moi, qui m'intéresse. Et donc, en ce sens, le débat inné-acquis n'est pas du tout dépassé. Voilà. C'est pour ça que je parlais en fait de l'aspect reproductif de la différence sexuelle après, parce que souvent, quand on parle d'inné, on a tendance à ramener une femme à justement l'appareil reproductif. C'était... Oui, enfin, les femmes et les hommes aussi, d'une certaine manière. Enfin, en fait, la différence biologique qui existe entre hommes et femmes, elle est avant tout liée au rôle différent que les hommes et les femmes jouent dans la reproduction. Donc, voilà, il y a clairement des différences au niveau de l'appareil reproducteur. Après, toute la question est de savoir si ces différences qui sont liées à l'appareil reproducteur, notamment les différences hormonales, puisqu'il y a des différences hormonales, très clairement, est-ce que ça a un impact sur le psychisme en particulier? Enfin, voilà, c'est la question qui m'intéresse. Ça, c'était ma prochaine question. Mais du coup, pour ce faire, vous avez compulsé énormément d'études, et en fait, ce que je trouvais intéressant, moi profane, on va dire, au niveau scientifique, c'est que j'avais jamais envisagé la fameuse hiérarchie des preuves dans une étude, en fait. C'est-à-dire que pour l'étude et une valeur, je retranscris en mes termes, un peu de vulgarisation, il faut donc qu'elle soit répliquée en double aveugle ou randomisée. Et de ce que j'ai compris, finalement, très peu d'études que vous avez examinées rentraient dans ces critères. Donc effectivement, il y a une problématique de reproductibilité. Donc voilà, typiquement, si une expérience est faite une fois sur un petit groupe de personnes, il va y avoir une publication scientifique. C'est juste, c'est un constat. En fait, les scientifiques vont rapporter dans un article le fait qu'ils ont employé telle et telle méthodologie appliquée sur tel échantillon et ils ont observé telle chose. Mais voilà, c'est pas parce que c'est publié dans la littérature scientifique que c'est gravé dans le marbre, c'est établi. Donc, typiquement, pour une petite étude comme ça, tant qu'elle n'est pas reproduite de manière indépendante, c'est-à-dire par un autre groupe de chercheurs et sur un autre échantillon, concrètement, ce n'est pas un résultat qui peut être pris pour acquis. Donc, c'est une des problématiques. Après, il y a effectivement, il y a différents types d'études avec différents types de méthodologies qui font que une étude est plus ou moins solide. En fait, oui, ça serait long de tout expliquer, mais c'est partie des choses justement, enfin, je pense qui sont expliquées, j'espère, de manière assez claire dans le livre pour permettre justement de se rendre compte de toutes ces subtilités qu'on ne maîtrise pas forcément quand on lit juste la presse de vulgarisation. Exactement. On l'explique de manière simple dans le livre pour que ce soit accessible à tout le monde. Et je pense que cet aspect-là est vraiment très important parce que souvent, quand on s'intéresse à un sujet un peu pointu, un sujet de science, on dit oui, mais il y a eu une étude qui dit que. Mais quelle étude est-elle isolée? Si elle est isolée et qu'il n'y a qu'une seule étude qui donne ce résultat et qu'en face, il y a d'autres études qui disent autre chose, ou qu'en face, il n'y a aucune autre étude qui dit la même chose, c'est effectivement pas très fiable. C'est une piste de réflexion, et pourquoi pas? Mais il y a très forte chance que si elle est isolée, elle ne soit jamais validée réellement par d'autres études. Et donc ça, je pense que c'est très important, dès lors qu'on commence à s'intéresser en fait à toute la vulgarisation, à un sujet scientifique, etc. On a tendance à trouver
une étude qui dit ce que nous, on aimerait bien que cette étude dise, mais on a tendance aussi à occulter, par un phénomène bien connu de la psychologie humaine, à oublier ou à ne pas voir une étude qui, elle, ou un corpus d'études ou des méta-analyses qui regroupent différents résultats, qui disent pas la même chose ou qui disent même peut-être le contraire. Donc, sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est assez courant de voir ce genre de conversation. Ah oui, mais il y a telle étude qui a dit ça. Ok, mais c'est pas suffisant. Alors justement, ce livre-là permet de rentrer dans la fabrique de la connaissance, comment la connaissance scientifique se fabrique, et finalement de sortir un peu de cette naïveté de premier abord qu'on peut avoir quand on n'est pas professionnel des sciences. Oui, et c'est ce qu'on ressent d'ailleurs très clairement grâce aux encadrés qui permettent d'approfondir les sujets, de vraiment en fait développer ce qui est parfois abordé de manière nécessairement un peu laconique dans la conversation. Et il y avait un encadré qui m'a entre autres beaucoup intéressée sur la psychologie évolutionniste en fait, que c'est vrai que le grand public, moi compris, tient souvent un peu, pas forcément pour acquise, mais enfin on a l'impression que voilà, l'être humain est un peu programmé, on va dire, pour avoir des comportements stéréotypés. Or vous dites une très jolie phrase quand vous citez François Jacob, l'être humain est programmé pour s'adapter plutôt que pour avoir des comportements stéréotypés. Et du coup, je me posais la question, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement cette psychologie évolutionniste qui a fait un peu de mal finalement en grossissant des traits, Alors, je ne considère pas qu'il faille jeter à la poubelle toute la psychologie évolutionniste, pas du tout. On a assurément des grandes caractéristiques de notre espèce qui ont été sélectionnées au cours de l'évolution, mais au même titre que nos caractéristiques physiques. Enfin, voilà, on a dans le corps des particularités qui ont été sélectionnées au cours de l'évolution. Enfin, en gros, les personnes qui avaient ces caractéristiques ont eu davantage de descendants que celles qui ne les avaient pas, et puis comme ça, se sont généralisées. Donc, il n'est pas du tout absurde de supposer que de la même façon, des caractéristiques psychologiques ont été sélectionnées parce qu'elles permettaient, in fine, d'avoir plus de descendants. Donc, moi, je prends au sérieux tout à fait toutes les hypothèses formulées par la psychologie évolutionniste. Sur la question des différences entre hommes et femmes, l'hypothèse fondamentale, c'est que du fait de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les rôles distincts dans la reproduction, donc l'hypothèse, c'est que les hommes et les femmes ont été soumis à des pressions de sélection donc différentes. Et leur hypothèse, c'est que ça a forgé des espèces de modules cérébraux différents, en fait, dans les cerveaux des hommes et les cerveaux des femmes, pour optimiser leur efficacité à résoudre des problèmes auxquels ils étaient confrontés, des problèmes spécifiques à chaque sexe. Donc, pourquoi pas, encore une fois, c'est pas du tout absurde. Là où il y a un peu peut-être un malentendu autour de cette discipline, c'est que comme on entend évolutionniste, et puis souvent les psychologues évolutionnistes parlent de biologie, utilisent des termes comme ceux que je viens d'employer, pression de sélection, des choses comme ça, on a l'impression que c'est de la biologie. Mais en réalité, ce sont juste des psychologues et ils formulent des hypothèses. Donc, en particulier, les fameux modules cérébraux dont la psychologie évolutionniste suppose l'existence, c'est purement hypothétique. En fait, personne ne les a jamais trouvés. En fait, ils ne font que bâtir des scénarios qui sont plus ou moins plausibles, mais c'est pas de la biologie, en fait. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si on veut répondre à la question que je soulevais tout à l'heure, c'est savoir si vraiment il y a des facteurs biologiques qui, de manière endogène, vont sexuer le psychisme des personnes, donc des hommes et des femmes. Il faut essayer de mettre en évidence ces mécanismes biologiques. Et c'est pas du tout ce que fait la psychologie évolutionniste. Elle fait que formuler des hypothèses.
Oui, dont insister sur le fait que ce soit justement une hypothèse et pas une preuve tangible d'une différence structurelle. Enfin, je sais pas, je prends un exemple de raisonnement typiquement de psychologue évolutionniste. Bon, on constate que il y a beaucoup plus d'hommes qui violent des femmes que l'inverse, on est d'accord. Et donc, ils vont dire oui, mais en fait, du fait du poids de la reproduction qui pèse différemment sur les femmes, puisque c'est elles qui assurent la gestation, il n'y a aucun coût pour un homme de répandre son sperme, et voilà, alors qu'une femme a un coût. Donc, certainement, au cours d'évolution, il y a une prédisposition psychologique qui a été sélectionnée, qui pousse les hommes finalement à avoir des rapports sexuels tout le temps avec n'importe quelle femme, y compris forcés, parce que c'est une chance de plus de se reproduire. Donc voilà typiquement le genre d'hypothèses qu'ils vont formuler. C'est pas absurde, peut-être, mais formuler cette hypothèse, ça ne remplace pas la démonstration qui reste à ce jour à faire, qu'il y aurait réellement, effectivement, un mécanisme biologique qui, spécifiquement chez les hommes, produirait cette propension à violer. Voilà. Oui, parce qu'on est désolée souvent de prendre cet exemple, peut-être. J'espère n'avoir. Mais bon, voilà, oui. c'est toujours actuel. Donc. Oui, c'est vrai qu'on a souvent le cliché du garçon agressif ou alors analytique et de la fille à l'inverse empathique ou à l'écoute. Et finalement, en fait, beaucoup de gens ont recours aux hormones pour justifier ça, la fameuse oxytocine, donc l'instinct maternel, la testostérone pour l'agressivité. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans les questions qu'Elisabeth vous posait, c'est qu'en fait, on se rend compte que là non plus, finalement, on n'a pas une étude fiable qui nous dirait oui, la testostérone est responsable de la violence des hommes, finalement. Alors là, c'est pas qu'on n'a pas d'études fiables qui le diraient, c'est que, il y a eu des centaines et des centaines d'études sur cette question du lien entre testostérone et agressivité, et vraiment, aujourd'hui, c'est une hypothèse qui est abandonnée, en fait, dans la littérature vraiment spécialisée, les gens qui travaillent là-dessus. L'hypothèse actuelle, c'est quelque chose de plus subtil et de détourné, mais en tout cas, clairement, il n'y a pas un lien. La testostérone n'est pas l'hormone de l'agressivité. Si on injecte de la testostérone à quelqu'un, ou si le niveau de testostérone de quelqu'un monte pour une raison X ou Y, ça ne le rend pas plus agressif. Ça, clairement. Et là où je suis tombée des nues, c'est que l'oxytocine ne serait pas l'hormone de l'amour. Comment est-ce possible ? Oui, c'est un des sujets que j'ai pas mal approfondi, parce que il y a eu un moment, c'était dans les années début des années 2010, ça a été beaucoup à la mode. Oui, que vous dire Je sais pas, tiens, peut-être... Moi, je peux dire un mot. C'est vrai que l'ocytocine, on le voit partout. On le voit partout. Je pense encore aux réseaux sociaux, parce que j'y suis souvent pour mes publications et répondre aux commentaires des personnes. Mais je furette aussi, et je vois évidemment d'autres profils. Et surtout, ce qui touche à la maternité, notamment, c'est en permanence l'ocytocine, l'hormone de l'amour. C'est aussi du côté des postes qui sont plus liés à la spiritualité aussi, développer son ocytocine. Mais quand on creuse, et c'est vrai que pour moi ça a été aussi une découverte quand j'ai étudié toutes les questions qu'on allait aborder au départ avec Odile, de m'apercevoir que finalement il n'y avait pas de fondement scientifique fiable pour ça. C'est-à-dire, c'est une hypothèse qui, comme la testostérone et la violence, a été explorée par les scientifiques et qui n'a absolument pas pu démontrer qu'il y avait un lien entre l'ocytocine et l'attachement de la mère, ou l'amour, ou l'instinct maternel, etc. Et ce qui est assez extraordinaire avec l'ocytocine, c'est que même certains scientifiques, dont ce n'est pas le domaine, mais quand même, par exemple, des personnes qui parlent d'éducation, qui font de la vulgarisation, qui écrivent des livres, parlent de l'instinct maternel, qui est aussi donc une notion qui n'est pas scientifiquement prouvée, et de l'ocytocine, comme si c'était prouvé. Et études à l'appui, bien sûr, avec des notes de bas de page. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces études ?
C'est ça la question. C'est aussi, là, on arrive au détournement ou au biais de transmission liés aux études scientifiques. Est-ce que les gens qui parlent des études scientifiques et qui les citent savent de quoi ils parlent ? Et est-ce qu'ils ont vraiment lu cette étude ? Et ça aussi, c'est une conversation très importante qu'on a dans ce livre. C'est que deviennent ces études ? Comment sont-elles vendues ? Comment sont-elles présentées ? Et comment sont-elles transmises au grand public ? Oui, le cas de l'ocytocine, il est intéressant aussi parce que ça amène à s'intéresser à la problématique de l'extrapolation de certaines études animales. Et en l'occurrence, cette histoire d'ocytocine comme hormone de l'amour, et en particulier de l'amour maternel, cette idée est née d'expériences qui ont été faites sur des rats. Alors, je dis pas de bêtises, c'était, je crois, au tout début des années 70. Et ce qui est marrant, c'est que déjà chez le rat, en fait, on a vu que ça accélérait légèrement la mise en place des comportements dits maternels chez les mâles comme chez les femelles. Parce qu'en fait, chez le rat, quand on met un adulte au contact d'un petit, au bout d'un moment, il finit par développer ces comportements dits maternels, entre guillemets, c'est-à-dire le protéger, le lécher, etc. Et les mâles le font aussi, en fait. Donc il y a eu ces études qui montraient juste que l'administration d'ocytocine dans le cerveau d'un rat accélérait légèrement cette mise en place de comportements maternants, on va dire. Alors à partir de là, ça a été complètement caricaturé. Ensuite, des études ultérieures ont trouvé qu'en fait, ça marchait pas à tous les coups. En fait, ça marchait dans certaines circonstances. Si le rat était mis dans une cage X heures avant ou pas, ça marchait ou pas. Enfin, en fait, c'est vraiment un effet très, très subtil. Et puis, surtout, on a regardé ce qui se passait chez les souris, puisqu'en fait, on fait des modèles de souris génétiquement modifiés en fait, pour tester ce genre d'hypothèses biologiques. Et donc, on a créé des lignées de souris chez qui on a complètement inactivé le gène du récepteur de l'ocytocine et ou le gène qui permet de produire de l'ocytocine. Et on s'est aperçu avec stupeur que les souris avaient un comportement maternel complètement normal. En fait, ça ne changeait rien. Donc voilà, quand on va fouiller un petit peu dans la littérature, déjà la recherche animale, on se rend compte que les choses sont infiniment plus complexes que ce qu'on peut lire, puisqu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont restés sur cette vague idée d'études sur le rat et qui se sont dit voilà, c'est chez tous les mammifères, c'est normal, mais voilà. Et justement, c'est pas du tout la même chose entre les souris et les humains, il faut le préciser. Parce qu'en fait, c'était ma prochaine question. C'est ça qu'il faut dire, parce qu'on pourrait se dire, effectivement, les rats, les singes, on fait des expériences scientifiques sur tout un tas d'animaux, avant de s'attaquer à l'humain, parce que certaines fois, il y a une impossibilité tout simplement d'étudier, de modifier génétiquement un humain pour vérifier si l'ocytocine fonctionne, par exemple. Mais on a cette idée, parce que c'est souvent présenté comme ça dans Science et Vie, dans différentes revues, sans parler des revues beaucoup moins scientifiques, comme quoi, il y a telle expérience sur les singes ou telle expérience sur les rats qui montre que, donc, chez l'humain, sous-entendu, c'est pareil. Mais absolument pas, en fait. Et la biologie cérébrale, hormonale, biologique au sens large du terme chez un rat est très éloignée, très 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 éloignée de ce qui se passe chez l'homme. Et ça, il faut le dire, ça paraît peut-être évident que je le formule comme ça, mais en fait, on a tous cette idée-là, quelque part, que si ça a marché sur un rat, alors ça doit être la même chose chez l'humain. Et en fait, pas du tout. Il y a plein d'expériences qui ont été faites sur des rats qui n'ont absolument pas donné la même chose chez l'humain. Et d'ailleurs, il y a eu aussi de la recherche sur l'ocytocine sur l'humain qui n'a rien donné. Voilà. Et je crois que vous disiez que même d'ailleurs chez les grands singes, finalement, c'était pas parce que c'est plus proche de nous que ça veut dire que ce serait la même chose pour nous. Finalement, je crois que vous citiez un exemple, une race particulière de singes qui serait très proche de nous, mais dans tous les cas, que sur les animaux, en fait, ça ne suffit pas pour donner des conclusions. Oui, en fait, on a tendance, c'est vrai, assez facilement à se dire
tiens, s'il y a telle chose qui existe dans telle espèce de singe, donc effectivement, il y a les deux espèces les plus proches phylogénétiquement de la nôtre, c'est le chimpanzé commun et le chimpanzé nain, qui est aussi appelé bonobo. Assez naturellement, on se dit, ah tiens, s'il y a telle chose dans tel phénomène, tel mécanisme biologique qui a un impact sur le comportement dans cette espèce proche de nous, oui, sans doute, ça doit exister aussi chez nous. Mais bizarrement, on n'a pas le raisonnement inverse. On se dit pas, mais si quelque chose existe dans le psychisme humain, certainement que ça existe aussi chez les chimpanzés. Et en fait, il n'y a pas plus de raison d'avoir le premier raisonnement que le second, d'aller dans un sens ou dans un autre. En fait, voilà, on a un ancêtre commun, puis au bout d'un moment, nos lignées ont divergé en fait entre ces singes, ces espèces-là et la nôtre, et chacune a évolué de son côté. Donc, ce qu'on constate dans une espèce, même si elle est très proche de nous phylogénétiquement, on ne peut pas déjà savoir a priori si c'est une caractéristique qui était commune à notre ancêtre commun. Et même le cas échéant, elle n'a pas forcément subsisté en fait dans l'évolution de notre lignée à nous. Bref, donc en fait, il y a vraiment que des expériences faites sur l'être humain où un faisceau vraiment très dense et très convergent d'études de différentes sortes, alors y compris animales, qui permet d'avoir des conclusions solides. Mais c'est pas juste un constat dans une espèce animale, même très proche de nous, qui permet automatiquement de dire « Ah, ben, sans doute, c'est pareil chez nous ». Et alors, ce qui est fascinant, c'est que finalement, même quand ce sont des expériences psychologiques sur des humains, par exemple, vous citez chez les enfants d'un groupe, donc petites filles, petits garçons, à qui on montre, et ça m'a choqué, la fameuse casserole en le présentant comme un objet qui serait typiquement féminin, et d'autres, dont je ne me souviens plus, mais vous allez nous les rappeler, pour essayer de déterminer s'il y aurait une prédisposition chez le petit garçon ou chez la petite fille à aller vers l'un ou l'autre. Mais c'est complètement absurde, en fait. Oui, alors la casserole, c'était une expérience sur des singes. Ah oui, non, oui. Alors bon, voilà, je confonds. C'était sur des singes vervets en plus, voilà, qui est une espèce bien plus éloignée de nous que ne sont les chimpanzés. Ah oui, je confonds avec l'expérience sur l'autisme, pardon. Mais oui, alors je sais pas, est-ce que je dis deux mots quand même sur celle-là, oui. Alors là, pour le coup, justement, c'est des psychologues évolutionnistes qui ont fait cette expérience. Donc le singe vervet, c'est vraiment, encore une fois, oui, c'est une espèce vraiment très éloignée. Bon, en gros, c'est ce qu'elles avaient sous la main. Voilà, il y avait des vervets. Elles se sont dit, ah bah tiens, on va voir si les préférences de jouets qu'on constate en moyenne chez les enfants, si c'est les mêmes chez ces singes-là. Et effectivement, elles ont choisi un certain nombre de jouets dont elles ont considéré qu'ils étaient neutres. D'autres, elles ont dit, ça c'est des jouets de garçons, ça c'est des jouets de filles. Et donc, dans les jouets de filles, il y avait une poupée et une casserole. et en fait, donc, ce qui est drôle, c'est que le jouet préféré, entre guillemets, par les singes, ça a été la casserole. Et donc, voilà, ils ont dit, ah bah oui, les femelles, en moyenne, ont été un peu plus attirées par la casserole. Donc, ouais, ça confirme que oui, il y a sans doute quelque chose de biologique. Et voilà, et c'était effectivement assez absurde parce que, évidemment, la casserole pour un singe n'a pas du tout la signification culturelle que la casserole a pour nous. Et elles s'en sont bien rendues compte a posteriori, donc c'est assez rigolo en fait quand on lit l'interprétation de leur résultat. En fait, elles essayent finalement de raccrocher ça à autre chose, de trouver une explication. Elles disent ah oui, mais en fait la casserole, elle était rouge, c'était une casserole en plastique, donc elle était rouge et puis une casserole c'est rond, donc en fait sûrement que les femelles ça devait ressembler à un visage de bébé et donc c'est pour ça que les femelles ont été attirées par la casserole. Enfin, voilà, bref, voilà le genre d'études, disons très foireuses qui ont été faites par certains chercheurs. Bon, c'est risible à raconter comme ça, mais ce qui est fou, c'est que cette étude-là, c'est une étude, mais qui est constamment invoquée. Enfin, c'est vraiment, en tout cas, les gens qui dans l'espace public, on va dire. Qui répandent l'idée que la recherche scientifique a montré que oui, il y a vraiment des prédispositions psychologiques différentes entre filles et garçons, notamment dans les choix de jouets. Et ben, ces gens s'appuient énormément sur cette étude-là en particulier.
Moi, ce que je trouve très intéressant avec cet exemple, c'est que ça montre à quel point les scientifiques sont des personnes humaines, qu'elles ont leurs propres biais, et que on peut mener toute une étude scientifique qui n'a en réalité, quand on regarde avec le recul, ni queue ni tête, mais en étant persuadé de faire avancer la science, et ensuite que d'autres personnes reprennent ces résultats en disant, regardez, ça prouve qu'effectivement, il y a des différences comportementales entre les hommes et les femmes qui sont biologiques, d'origine biologique. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose de très important à comprendre, c'est que la science n'est pas quelque chose d'infaillible. La science, c'est un processus, c'est une méthode d'investigation, mais par qui est-elle employée ? Et comment sont formées ces personnes ? Donc, finalement, on peut, et c'est là que c'est important d'avoir des garde-fous, et c'est ça que propose la science, d'essayer d'écarter des facteurs de biais, d'écarter certaines méthodes qui, au fil des décennies, se sont avérées pas suffisamment pointues, pas suffisamment fiables, et finalement, essayer, au fil du temps, grâce à cette méthode qui est flexible, qui est évolutive, d'arriver à des résultats les plus sérieux possibles, les plus fiables possibles. Mais les scientifiques, eux, doivent se méfier d'eux-mêmes, et c'est pour ça que la méthode scientifique est là pour essayer de limiter les biais de chacun et de chacune. J'allais dire, ce qui est fou à la lecture de cet essai, c'est qu'on se rend compte finalement il y a des biais partout. Il y a des biais dans les études scientifiques, il y a des biais au niveau de la réception de l'article. Et du coup, c'est vrai qu'on a un phénomène de se dire, comment faire ? Et pourquoi certaines études, dont on le sait maintenant qu'elles sont fausses, continuent comme ça d'être propagées, alors que les études suivantes qui ont démontré qu'elles ne l'étaient pas ou qui ont un résultat différent sont passées un peu sous silence ? Là, oui, il y a différents phénomènes. D'ailleurs, sans doute, Elisabeth en parlerait mieux que moi, parce qu'elle s'est beaucoup intéressée à ça, mais il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation, qu'on a déjà un petit peu évoqué, où effectivement, on est tous soumis à ce biais-là. On a tendance à porter plus d'attention et à s'intéresser davantage aux informations qui viennent confirmer ce qu'on croyait déjà. L'actualité de la science, elle est fabriquée par les journalistes, puisqu'en fait, il y a des centaines d'articles qui sont publiés en permanence. Donc, il y a bien il faut bien que quelqu'un sélectionne ce qui est jugé digne d'intérêt. Évidemment, les journalistes, ils sont comme tout le monde. Ils ont leurs propres croyances sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est un sujet sur lequel tout le monde a des croyances, des convictions. Et je pense que dans un certain nombre de cas, ils vont traiter avec trop légèrement et imprudemment un article qui va être une étude préliminaire qui ne prouve rien tant qu'elle n'est pas répliquée, mais ils vont s'en saisir en disant c'est bien ce qu'on pensait, et puis ils vont présenter ça. Après, il y a tout un tas d'autres phénomènes, mais je sais pas, tu veux en parler ? Oui, c'est vrai que la plupart des journalistes qui parlent de science n'ont pas de formation scientifique et ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, je peux le dire assez franchement, parce que ça demande de comprendre comment se fabrique la science, encore une fois. Donc, à quoi on peut se fier quand on commence à parler d'un résultat scientifique ? Est-ce qu'il faut en parler tout de suite, ou est-ce qu'il faut attendre qu'une étude soit répliquée, ou est-ce qu'il faut aussi aller peut-être voir quels sont les résultats des autres études qui ont été faites avant ? Et ça, je pense que dans le système des médias actuellement en France et dans les pays francophones, il n'y a pas cette place-là, ce temps et cette formation des journalistes pour le faire. Alors, il existe quelques journalistes scientifiques qui ont ce bagage, qui ont cette capacité et cette compétence pour traiter justement un sujet, mais ils sont rares. Et on ne leur donne pas forcément, encore une fois, les moyens, le temps de le faire. Ensuite, il y a aussi le fait que quand on a dit une bêtise, quand on a dit que le café permettait de vivre 50 plus, par exemple, et que finalement, on a dit ça parce qu'il y avait une étude qui l'avait dit ou qu'on l'avait plus ou moins mal lu, et que du coup, on a transmis cette idée. Et que finalement, 2 ans plus tard ou 10 ans plus tard, il y a une autre étude qui dit le contraire, eh bien, on ne va pas en parler. Quand on est journaliste ou quand on fait de la vulgarisation, on a plutôt tendance à parler des résultats positifs, des résultats aussi qui sont frappants, des résultats qui sont intrigants. Donc dire le café ne nous permet pas de vivre 50 plus, personne ne va lire cet article. Dire le contraire, évidemment, est beaucoup plus excitant, beaucoup plus attirant. Donc voilà, il y a tout un tas de contraintes, mais je crois que la première des contraintes, à mon avis, c'est tout simplement le manque de formation des rédactions, en fait, tout simplement, à ce que c'est que la science, à ce que c'est que la fabrique des connaissances scientifiques.
avec un attrait pour le buzz, un attrait pour le scoop. Oui. Évidemment, hein, les femmes ont un instinct maternel, c'est sûr que ça fait, oui, c'est tout de suite plus parlant, ça fait lire. Du coup, alors, je ne veux pas divulgacher, mais concrètement, par rapport à toutes ces études, donc qu'est-ce qu'on pourrait prouver ? Vous le dites un peu dans votre livre, après, je ne sais pas si vous voulez vraiment le développer ou juste en dire quelques mots, mais quelles seraient les différences vraiment psychologiques liées à quelque chose de l'ordre de la biologie, de l'ordre de la structure du cerveau ? Juste peut-être aborder l'aspect pathologique. Dans ce cas comme ça, on n'en dit pas trop, mais c'est un des aspects qui m'a frappé quand même que ce soit différent à ce niveau-là, peut-être. Oui. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un cerveau masculin et un cerveau féminin, au sens où vraiment, voilà, il y aurait deux modèles de cerveau radicalement différents. De même que quand on fait des tests, tout un tas de mesures psychologiques, on n'a pas deux portraits types complètement différents. En fait, il y a un continuum sur toutes les caractéristiques psychologiques, avec une répartition en cloche des hommes, des femmes, et puis un très large recouvrement des distributions des deux sexes. Toutes les différences qu'on peut trouver sur le plan psychologique ne sont que des différences moyennes. Donc après, la question, c'est est-ce qu'on a mis en évidence en fait un mécanisme biologique, qui créerait ces différences moyennes ? La réponse est non, en fait. On n'a pas trouvé de facteurs biologiques inégalement répartis entre hommes et femmes qui expliqueraient, par exemple, qu'en moyenne, les hommes sont plus agressifs physiquement, tout au moins, parce que quand on mesure autrement l'agressivité, on ne trouve pas le même résultat. Donc ça fait partie aussi des choses qui sont un peu développées dans le livre. Après, vous parliez de choses pathologiques. Il y a des mutations génétiques, donc vraiment, des mutations délétères qui sont portées par le chromosome X, qui ont effectivement, concrètement, des conséquences différentes sur les hommes et les femmes. Et là, on connaît le mécanisme biologique, on sait pourquoi ça fait ça. Mettons, vous avez un gène sur le chromosome X qui code pour une protéine qui est indispensable au bon développement du cerveau. Une personne dont ce gène est muté de telle sorte que la protéine en question n'est pas produite. Typiquement, comme c'est sur le chromosome X et que les hommes ont un seul chromosome X, ça va avoir des conséquences qui peuvent être très importantes, qui vont causer par exemple un important retard mental, alors que la même mutation génétique qui serait chez une femme, comme elle a un deuxième chromosome X qui lui est normal, donc avec ce gène non muté, elle va quand même produire un petit peu de cette fameuse protéine, et du coup, en moyenne, elle va avoir des manifestations beaucoup moins graves. C'est ce qui explique, en particulier dans le domaine des anomalies neurodéveloppementales, des problèmes de retard mental, etc. Les garçons, les hommes sont plus sévèrement touchés en moyenne que les femmes. Et là, c'est pour des raisons biologiques, effectivement. Mais on n'a pas mis en évidence de mécanismes de ce type qui expliqueraient les fameuses différences plus communes, on va dire. Pourquoi en moyenne les femmes, je sais pas moi, sont légèrement plus empathiques ou des choses comme ça. Voilà, pour ça, non. Très bien. Du coup, on va peut-être passer aux questions, si vous voulez. Oui, alors je partage tout à fait vos réserves, les précautions que vous avez exprimées quant à la lecture des études. Juste préciser quand même que c'est pas parce qu'on n'explique pas un phénomène qu'il n'existe pas. Je pense qu'il faut aussi savoir être modeste et constater les choses en attendant peut-être un jour de pouvoir les expliquer. Et j'avais une seconde question qui est relative au domaine des études que vous nous avez présentées, qui sont très orientées sur la biologie. Quid de tout ce qui est la neuroimagerie ? Vous savez, les trackings de fibres, l'IRM fonctionnel, qui elles aussi ont été et restent très sexy dans la presse de vulgarisation. Le tracking de fibres, on en a un peu revenu. L'IRM fonctionnel, il y a des choses quand même très étonnantes parfois, avec là justement une différence entre les sexes, notamment dans les croyances par exemple, dans l'empathie. Ça s'allume pas tout à fait au même endroit et on aurait tendance à en tirer des conclusions. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors déjà sur le premier point, vraiment, alors je ne dis pas du tout, il n'y a pas de différence d'origine biologique, j'affirme pas du tout ça. Je prends au pied de la lettre le discours des personnes qui prétendent qu'il y en a et que ça a été démontré par la recherche scientifique. Donc moi, c'est vraiment ce discours-là que j'examine de très près et que, en l'occurrence, je déconstruis en disant non, en fait, si on regarde de près, vous prétendez que telle chose est démontrée, en réalité, ça ne l'est pas. Mais je ne vais pas plus loin et je n'affirme pas du tout, effectivement, qu'il n'y a rien et qu'on ne trouvera rien. Après, oui, alors la neuroimagerie, bon, évidemment, on en parle, que ça soit la neuroimagerie structurelle ou fonctionnelle. Oui, on voit des différences, enfin des différences moyennes, là encore, à la fois dans l'anatomie, enfin la taille respective de différentes zones du cerveau, ou dans les activations, effectivement, si on parle d'IRM fonctionnel. Mais c'est pas étonnant du tout, puisque on mesure des différences psychologiques moyennes. Donc, si on part du principe que le substrat matériel du psychisme, c'est le cerveau, bon, après on peut développer d'autres hypothèses, mais disons que c'est une hypothèse qui est quand même assez consensuelle. C'est tout à fait normal finalement que, à force d'avoir des outils de mesure de plus en plus fins, on finisse par voir dans le cerveau quelque part le reflet de ce qu'on voyait déjà en faisant des études psychologiques. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, alors c'est vrai que je pense les gens, ça les frappe de voir des études d'imagerie et ils disent si c'est dans le cerveau, donc c'est que c'est biologique. Mais en réalité, le cerveau, il est plastique. Donc en fait, on a fait un peu remonter d'un cran la question. C'est ok, oui, il y a ces différences, mais qu'est-ce qui a créé cette différence ? Et voilà. Donc là encore, tout reste à démontrer. Oui, juste pour préciser, cette différence peut venir d'un cadre culturel, tout simplement. Et que, à partir du moment où on est éduqué en tant que garçon à faire certaines choses, effectivement, le cerveau, par sa plasticité, va cultiver un certain fonctionnement. Pareil chez une fille. Est-ce que ça veut dire pour autant que biologiquement, il y a une différence initiale ? La réponse est non. On peut observer à un moment chez l'adulte effectivement des différences éventuelles. Est-ce que ça veut dire que chez le bébé qui vient de naître, on a déjà ces différences ? La réponse, pour l'instant, est non. Oui, et j'ajoute, il y a une autre problématique aussi, c'est qu'il y a des différences neuroanatomiques, assez grossières, qui n'ont pas nécessairement de conséquences sur le plan psychologique. Voilà, la grosse différence énorme, c'est qu'il y a une différence de volume du cerveau. Voilà. Grosso modo, il y a à peu près 10% en moyenne de différence entre le volume du cerveau des hommes et le volume du cerveau des femmes. Donc c'est quand même une différence assez nette. Et mais on n'a pas trouvé de conséquences de cette différence-là. Donc voilà, il y a aussi des différences anatomiques, mais qui n'ont pas nécessairement de conséquences. Vous avez pointé du doigt pas mal d'études en fait qui sont pas bien faites, j'ai bien compris, qui donnent pas de bons résultats. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a pas qui sont bien faites et qui donnent des résultats intéressants ? Alors si, heureusement, il y a pas que des études mal faites dans la littérature scientifique, sinon ça serait vraiment, ça serait terrible. Oui, il y a plein d'études qui sont bien faites, mais qui ne répondent pas directement en fait à la question à laquelle on s'intéresse ici. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que ça a été évoqué brièvement, en fait, les expériences, les études vraiment ultimes qui permettraient d'apporter la preuve formelle, concrètement, on ne peut pas les réaliser sur l'être humain pour des problèmes éthiques. En gros, il faudrait prendre un groupe de bébés filles et de bébés garçons et les mettre dans des environnements standardisés, exposés exactement aux mêmes stimuli, etc., etc. Et puis, regardez ce qui se passe. Évidemment, on ne peut pas faire ce genre d'expérience. Donc, tout ce qu'on peut faire pour essayer de répondre à cette question, c'est de faire des expériences qui ne peuvent pas à elles seules apporter la preuve formelle. Donc,
il y a des résultats, par exemple, ces études qui sont simplement des tests psychologiques, il y en a qui sont très bien faites et qui mettent clairement en évidence qu'il existe une différence moyenne entre hommes et femmes sur telle ou telle caractéristique psychologique. Mais ça ne répond pas à la question de l'origine, où il y a des études d'imagerie cérébrale qui sont très bien faites, mais qui soit ne répondent pas à la question de savoir si la différence qu'on a trouvée a une conséquence psychologique, soit ne répondent pas à la question de savoir si ce qui a causé cette différence dans le cerveau, c'est un facteur biologique ou un facteur environnemental. C'est ça aussi la problématique. Il n'y a pas qu'une question de fragilité de toutes les études prises individuellement, c'est que il n'y a pas aujourd'hui un faisceau d'études donc bien faites qui adresserait en fait tous les morceaux du puzzle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, et est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'on a une connaissance pas suffisante du fonctionnement du cerveau qu'on n'arrive pas à avoir ce genre de résultat, ou est-ce qu'on n'a pas une définition biologique homme-femme qui est vraiment distincte ? Non, sur le plan de la définition homme-femme, il n'y a pas de souci. Non, c'est juste que, comprendre comment se développe le cerveau et qu'est-ce qui fait que un cerveau produit telle ou telle pensée, telle capacité cognitive ou telle prédisposition comportementale ou telle propension à avoir tel ou tel type d'émotion. C'est des choses qu'on connaît encore très mal. Ouais. Je pense qu'il y a des facteurs biologiques qu'on étudie depuis des décennies et des décennies, et puis d'autres, comme par exemple, justement, on parlait des IRM, les neurosciences sont des sciences extrêmement récentes, en fait. Donc il y a énormément de possibles devant nous. Jusqu'à présent, ces études n'ont pas été suffisamment concluantes sur ces sujets-là, mais on sait aussi qu'il y a un potentiel énorme de développement de ces sciences-là. Donc voilà. Après, aujourd'hui, les neurosciences, c'est en réalité une science à la fois très jeune et très approximative, parce qu'on mesure des deltas, on mesure des différences, des variations. Ce qu'on voit dans Science et Vie, quand on a une photo d'un cerveau, c'est pas la photo de son activité, c'est une différence entre l'activité de base et l'activité observée, qui nous fait déduire que, comme ces zones sont allumées, ça voudrait sans doute dire qu'il y a une activité particulière à ce moment-là, dans cette zone-là, qui donc serait la source d'un mode de pensée, d'un comportement, etc. etc. C'est très... Voilà. Les neurosciences, on a l'impression que c'est du dur. C'est assez flou, en fait. Voilà. C'est assez flou et c'est naissant. Je suis désolé, c'est pas parce que je suis un homme que je monopolise la parole. C'est parce que je trouve le sujet passionnant. Quid des sciences humaines ? Là, on a parlé de sciences un peu dures quand même. Les sciences humaines, est-ce qu'elles ont leur place dans ces recherches ? On pourrait imaginer qu'on trouve au fin fond de l'Amazonie un groupe ethnique où les hommes seraient doux, ne violeraient pas les femmes et s'occuperaient des enfants. Est-ce que ça serait intéressant ? Est-ce qu'on a étudié un petit peu ça avec un regard scientifique aussi ? Alors, en fait, moi, je m'intéresse pas tellement à la littérature en sciences humaines sur ce sujet-là, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que produisent les sciences biomédicales sur le sujet. Mais après, les psychologues évolutionnistes, justement, ils ont à cœur d'aller voir ce qui se passe dans différentes cultures, parce qu'ils sont à la recherche de différences qui seraient universelles. Donc oui, parfois, en fait, on trouve des choses un petit peu différentes, mais en réalité, ça répond pas à la question, parce que on peut toujours formuler l'hypothèse que dans ce groupe ethnique particulier, soit il y a une culture tellement particulière qu'en fait elle arrive à peut-être à renverser une tendance naturelle qu'on observerait partout ailleurs. Ou, autre hypothèse, un groupe ethnique donc, qui va avoir des caractéristiques génétiques en moyenne un petit peu différentes d'autres groupes de population. On peut faire l'hypothèse que peut-être, c'est des hommes et des femmes, mais
pas exactement de la même façon que sont des personnes qui sont dans d'autres populations, et que c'est peut-être ces petites différences-là qui font qu'il y a telle différence comportementale qui ne s'exprime pas ou qui est différente. Vous voyez, donc finalement, ça répond pas à la question. En fait, il y a que en attaquant la question de front et en allant à la recherche des mécanismes biologiques qu'on va pouvoir savoir s'il y en a ou pas, en fait. J'insiste un peu sur le même sujet que Monsieur derrière, mais dans la mesure où, si j'ai bien compris, la biologie ne permet pas d'établir ces différences comportementales, en tout cas... Pour l'instant, hein. Pour l'instant, en effet. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on voudrait se tourner vers les sciences humaines pour expliquer ce qui fait ces différences de comportement, l'anthropologie, la sociologie, les sciences de l'éducation. Est-ce que c'est une approche complémentaire ou c'est aussi un biais cognitif pour confirmer? Non, alors en termes de performance cognitive, la différence moyenne la plus importante et qui est retrouvée vraiment un peu partout dans le monde, c'est sur la capacité à manipuler mentalement un objet en 3 dimensions. Donc en moyenne, on trouve que les hommes sont un peu meilleurs que les femmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Voilà. Bon, il y a plein d'études qui ont été faites qui montrent que si on prend une population où on a fait ce test, on a pris un groupe d'hommes, un groupe de femmes, et les femmes étaient en moyenne moins bonnes. On prend les femmes en question, on les fait jouer pendant quelques jours à un jeu bien particulier, on refait le test et ça y est, elles ont les mêmes performances. Donc il y a comme ça des tas d'études qui démontrent vraiment, là pour le coup très clairement, que c'est malléable. Donc oui, certainement les différences de vécu des uns et des autres, donc qui sont liées à des différences d'éducation, de culture, etc. C'est évident que ça a un impact. Ça a le potentiel très clairement de créer toutes les différences qu'on voit. Mais ça ne démontre pas que toutes les différences qu'on observe sont entièrement dues à ces phénomènes-là. Voilà, ce qui manque, c'est des études en fait dans lesquelles il y aurait une collaboration avec des gens qui travaillent à la recherche de facteurs biologiques et des gens qui sont spécialistes des autres types de facteurs, pour arriver vraiment à avancer mieux sur ce sujet-là, parce que sinon, effectivement, chacun est un peu de son côté. Des gens qui ont une optique purement biologique, qui vont essayer de mettre en évidence l'effet d'un facteur biologique, mais sans se rendre compte qu'il y a des facteurs de confusion qu'ils ne maîtrisent pas, qui en fait sont ceux qui sont à l'œuvre. Et puis, de l'autre côté, effectivement, des gens qui vont s'intéresser aux influences de la société, etc., sans se poser un seul instant la question de savoir si peut-être il y a quand même du biologique aussi là-dedans. Pour compléter ma question, en fait, pour moi, l'éléphant dans la pièce, en tout cas de ce que j'entends moi, c'est en fait l'utilisation aussi de ces études scientifiques en termes de sciences dures ou en termes de sciences humaines pour justifier une soi-disant supériorité. Comme vous disiez, peut-être un mec qui sait plus fabriquer un Rubik's Cube qu'une femme au premier abord. Ça renvoie aussi à ce que vous disiez sur ce qui était autorisé à votre frère et pas à vous et à votre sœur. Au final, c'est comment on utilise ces différentes études pour justifier une supériorité d'un sexe sur un autre, finalement. Oui. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est vraiment au fondement de mon intérêt pour ce sujet, parce que oui, je mesure bien les conséquences qu'il y a à tenir ce genre de discours. Donc il y a un maintien d'injustice, d'un statu quo inégalitaire, etc. Donc pour moi, c'est vraiment très important d'aller regarder ça de près, et si ces discours sont fallacieux, de les déconstruire, parce que oui, ils ont des conséquences. Oui. Ce que je trouve important à dire, c'est que notre démarche avec ce livre, c'est vraiment d'aborder les origines biologiques des différents hommes-femmes. Il est évident qu'il est passionnant, très intéressant d'aller voir aussi éventuellement les origines culturelles des différents hommes-femmes. L'un n'empêche absolument pas l'autre, mais c'est vrai que les origines biologiques supposées des différents hommes-femmes sont très souvent mises sur la table comme étant des preuves. Or, il se trouve que quand on y va, on va regarder ça de près, les choses sont beaucoup plus subtiles et on a beaucoup moins d'éléments que ce qu'on peut vouloir nous faire croire.
Et ce qui est très intéressant, c'est que la psychologie, quand elle étudie les différences de comportement entre les hommes et les femmes, les différences psychologiques entre les hommes et les femmes, eh bien, en fait, il y en a très peu. Elles sont, en moyenne, faibles. On a l'impression, dans notre société telle qu'elle est mise en scène, entre guillemets, au quotidien, que oui, il y a réellement des grandes différences de comportement entre les hommes et les femmes. Mais en réalité, ce que montrent les sciences humaines, c'est qu'elles sont minimes. C'est-à-dire que quand on écarte certains facteurs qui sont liés au contexte dans lequel on vit les choses, par exemple une réunion de famille, les comportements des hommes et des femmes dans une réunion de famille sont extrêmement conditionnés par la réunion de famille. Si on sort ces individus de la réunion de famille, est-ce que ces personnes ont toujours des comportements aussi différents les uns que les autres ? Est-ce que les femmes vont se jeter sur une éponge pour aller faire la vaisselle plus naturellement qu'un homme ? Peut-être beaucoup moins. Donc voilà, les sciences humaines, elles apportent aussi beaucoup de choses très intéressantes sur ces questions. Mais globalement, dans les conversations, effectivement, il peut y avoir une instrumentalisation autant des résultats de la science en biologie qu'en psychologie ou en sociologie, je pense. Merci. Alors, j'avais deux questions. La première n'est pas une question, c'était sur le travail d'Odile. Il se trouve que quand j'ai lu Allodoxia, qui est donc le blog d'Odile, en tant que femme, de comprendre que cette justification toujours biologique de ces fameuses différences hommes-femmes qui ne jouent pas en notre faveur, de comprendre que ça n'était pas justifié, a été personnellement un immense outil d'émancipation et de meilleur être, en fait. Donc pour ça, merci infiniment. Et après, Elisabeth, en tant qu'éditrice, on voit bien, vous l'avez dit, que la vulgarisation, que ce soit par des journaux, par exemple comme Science et Vie, Science et Avenir, mais aussi comme Psychologie Magazine, Marie-Claire, Cyrulnik, tous ces gens, on comprend bien, on l'a abordé, que l'intérêt est quand même de maintenir un système de domination, mais est-ce que vous, en tant qu'éditrice, vous essayez de les toucher avec ce livre ? Est-ce que vous avez une démarche active, par exemple envers des journalistes scientifiques ou parce que ce livre me semble essentiel à lire quand on est journaliste, mais on peut imaginer que c'est toujours assez déceptif quand on a des croyances de lire un livre comme ça. C'est dangereux, mais quand même, est-ce que vous avez une démarche particulière vis-à-vis des journalistes ? Et si vous l'avez, quel est le retour ? Alors effectivement, on a évidemment à la sortie du livre contacté pas mal de journalistes dans l'espoir d'avoir effectivement une diffusion, une information sur la sortie du livre. Et on a eu peu de retours. C'est assez étonnant tout de même parce que c'est vraiment un livre de vulgarisation. C'est pas un livre très compliqué, qui aborde les questions pointues que personne ne pourrait comprendre, etc. Non, en plus ça touche tout le monde. Donc c'est assez frustrant. Au niveau de l'enseignement, est-ce que ce genre de livre peut changer des choses et quel est le rôle que tu peux avoir ? Moi, le blog, quand je l'ai créé, c'était en fait ma cible, c'était les journalistes. Et voilà, je pense qu'il a eu un impact sur certaines, sur les pratiques de certains journalistes, sur la façon dont ils abordaient ces sujets-là. Mais personne n'est revenu vers moi pour me dire merci, je faisais vraiment n'importe quoi, mais maintenant je fais plus attention. Donc en fait, je sais pas. Donc oui, j'espère qu'il a le potentiel de faire évoluer la pensée et la manière d'agir de gens qui sont amenés à diffuser de l'information, effectivement, que ce soit des journalistes ou des enseignants. Mais j'ai pas tellement de retours, en fait. Ouais. Et pour l'anecdote, on a eu notamment une journaliste qui nous a contactés et avec laquelle on a décidé finalement de ne pas travailler parce que la manière dont elle voulait aborder notre livre était exactement typique d'une personne qui avait peut-être lu le livre et lui faisait dire ce qu'elle voulait, quoi. Donc, à un moment donné, quand les questions sont à côté de la plaque, quand la personne très clairement attend certaines réponses qu'on ne va pas lui donner, ça peut pas marcher, quoi. Et dans ces cas-là, on a refusé que ce média traite le sujet, quoi. Voilà. Par contre, quelque chose qui est super, je me permets, c'est que vous me disiez qu'au niveau du podcast en lui-même, il y avait eu beaucoup de réactions, beaucoup de retours.
Le public est super preneur. Le public est très intéressé par ce sujet et puis réagit beaucoup parce qu'effectivement, ce qu'on y dit, on parlait de l'ocytocine, la testostérone, des différents tests qui ont été faits sur des animaux, etc. Ça fait réagir. Enfin, les gens sont très intéressés. Et puis, c'est le but. Réfléchissent à leurs propres conditions d'homme ou de femme en se disant mais en quoi ça me concerne, quel comportement j'ai moi-même ou quelle pensée j'ai moi-même sur moi-même. Et donc ça c'est génial. Donc c'est pour ça qu'on espère vraiment que le livre va être lu par un maximum de personnes. La librairie des femmes y contribuera. Oui, et je voulais ajouter quelque chose par rapport à ça, donc qui relève la jeunesse du livre. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de commentaires, de questions sur le podcast. Et donc systématiquement, Elisabeth me disait quelqu'un te pose une question. Donc j'ai vraiment systématiquement répondu. C'était vraiment bien puisque en fait, ça a orienté aussi la conception du livre puisque donc dans le livre, il y a un certain nombre d'encadrés dans lequel des points sont approfondis. Il y a beaucoup de notes de fin aussi avec pas mal de développement. Et donc, en fait, ça, c'est constitué à la fois de choses où là, c'est moi, je me disais, mais on est vraiment passé trop vite pendant le podcast et moi, j'ai envie d'en dire plus et d'être plus explicite. Mais sur un certain nombre de points, c'est le résultat en fait de ces interactions avec les gens qui avaient écouté le podcast. Où là, je voyais là vraiment, je vois que soit telle chose n'a pas été très bien comprise, j'ai pas été claire, donc il faut que je l'explique mieux. Ou bien, je vois que sur ce sujet-là, il y a vraiment des croyances très 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 fortes, donc il faut vraiment que j'appuie davantage. Enfin voilà. Donc oui, c'était bien d'avoir ce retour du public, entre guillemets, déjà avant d'écrire le livre. Bonsoir. On a beaucoup parlé des liens de votre travail avec la vulgarisation, avec la presse. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont il percole ou non dans les milieux militants ou dans les discours militants ? Moi, ce que j'ai surtout vu, malheureusement, ce qui est arrivé quand même pas mal de fois, c'est qu'en fait, on instrumentalisait mon travail à l'appui de l'idée que, oui, évidemment, tout ça, c'était des conneries. Bien sûr, il n'y a aucune différence biologique. Je crois, quand on est dans la nuance, la complexité, la prudence, etc., c'est pas forcément utilisable directement par les milieux militants en particulier. Bon, c'est pas très sympa ce que je suis en train de dire. En tout cas, je me suis surtout inquiétée de ça. Là, pour le coup, c'est moi qui me permettrai de nuancer votre propos parce que j'ai eu des discussions passionnantes grâce à votre livre avec des gens, on va dire, moins sensibilisés que moi qui travaillent dans une librairie féministe sur ces questions-là. Et ça m'a permis de montrer justement que cet aspect biologique qu'on citait à tout va, attention, ce que vous disiez tout à l'heure, quelles études, quelles étaient... Et finalement, ça a touché les gens parce qu'ils se sont dit, mais oui, c'est vrai. Et donc, je pense que quand même, peut-être même malgré vous, il y a un réel impact en fait de ce texte, de cette thématique. Non, mais j'espère bien que ça a un impact, mais il n'est pas forcément visible. Et voilà, ce que j'ai vu parfois, en tout cas, votre question c'était sur les milieux militants, voilà, j'ai vu des choses qui parfois m'embêtaient plus qu'autre chose parce que c'était pas tout à fait le message que je voulais faire passer, en fait. Globalement, le message qu'on fait passer est très nuancé et effectivement, il peut être complexe au sens, pas compliqué, mais au sens, voilà, il y a différents facteurs, il y a différentes choses à voir, à appréhender pour comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que on a tous cette tendance humaine à aimer les réponses claires, quoi. Je veux dire, c'est oui ou c'est non, quoi, c'est tout. Est-ce qu'il y a oui, il y a des origines, oui ou non, quoi. Donc, en l'état actuel des choses, l'approche qu'on propose, elle est nuancée, elle est prudente. D'ailleurs, dans le livre, Odile me reprend parce qu'à certains moments, j'ai tendance à simplifier et à dire donc ça c'est bon. Non, j'ai pas dit ça. donc en fait, voilà, les choses sont souvent complexes dans la vie et on a envie qu'elles soient plus simples. Et surtout, quand on fait du militantisme, on a envie d'un message clair, tout simplement. Donc, ça se comprend complètement et on est tous là-dedans, en fait, on est tous dans ce réflexe-là. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment très intéressant. C'est d'offrir avec ce livre la possibilité de se plonger un temps
en tout cas, de s'offrir un temps de nuance, de réflexion sur à la fois ce que nous, on pense, ce que chacun pense de soi-même et en tant qu'homme ou femme, comment on voit les autres hommes et les autres femmes, et puis comprendre que finalement, la fabrique de la science, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui demande de la nuance, qui demande de la patience aussi, du temps, voilà, sur la longueur. On ne peut pas s'arrêter à un instant. Voilà, il y a une étude qui est sortie, donc ça y est, c'est définitif. Non, ça marche pas comme ça. Voilà, donc pour moi, c'est ça aussi que je veux transmettre avec ce livre, c'est qu'on ne peut pas simplifier, on ne peut pas rendre ces choses, ce sujet, le traiter de manière simpliste. Oui, alors j'avais 2 questions, une sur la psychologie évolutionniste et puis une autre du coup qui rejoindrait un peu la question sur le militantisme, etc., par rapport aux questions transgenres, parce que je pense que là, le fait de rappeler qu'il y a des différences biologiques, ça peut être quelque chose de compliqué à négocier concernant les questions transgenres. Rappeler qu'on est une espèce animale, sexuée, et donc, qu'est-ce que ça veut dire transgenre dans ce cadre-là? Et justement, c'est le terme genre aussi, et pas forcément sexuation, enfin voilà. Ça rejoint aussi la question qui a été posée sur la place des sciences humaines et sociales par rapport aux sciences biologiques ou biomédicales, et le rapport entre les deux, et donc toutes les nuances que ça nécessite. Donc je ne sais pas si... il y a eu des retours déjà sur les milieux militants concernant les questions transgenres par rapport à la fois le rappel de différences biologiques et en même temps que tout ne se réduit pas au biologique. Alors, non, il n'y a vraiment eu aucun... Enfin, si la question est de savoir si j'ai été agressée, harcelée, on me dit, mais vous... Voilà, non, pas du tout. Je pense que personne ne nie qu'il y a des différences biologiques. Je crois pas. Hein. Donc, non, pas de souci particulier. Moi, les retours que j'ai eus des personnes trans qui ont écouté l'émission ou qui ont lu le livre, il n'y a pas de question, en fait. On parle de XY et on parle de XX. D'ailleurs, on le précise dans le livre quand on parle de femmes, qu'on parle du sexe biologique, puisqu'on parle de biologie, et il y a aussi des exemples qui sont donnés dans le livre au sujet des personnes trans, parce que ce sont des cas intéressants évidemment d'un point de vue biologique, puisqu'il y a des ajouts d'hormones, etc., qui peuvent peut-être donner lieu à des changements intéressants du point de vue des origines éventuelles des différents hommes-femmes. Et je pense que la plupart des personnes trans ne revendiquent pas d'être de l'autre sexe biologique. On parle bien de genre, donc je pense que ce livre parle à tout le monde. Sur la deuxième question, sur la psychologie évolutionniste, est-ce que, en tant que discipline, elle n'est pas condamnée de toute façon à chercher des déterminants biologiques, des comportements, de rapporter le phénotype à la génétique, parce qu'elle s'inscrit en référence au néo-darwinisme, qui consiste justement à dire par rapport à Darwin, en fait, il y a des déterminants biologiques, là où Darwin ne parlait pas de génétique. Ah oui, complètement. En fait, la psychologie évolutionniste, elle a des hypothèses très, très, très claires. C'est, il y a des dispositions psychiques particulières qui ont été sélectionnées, donc qui sont génétiques, puisque la sélection ultimement, elle se fait sur les gènes, sur les allèles. Donc, bien sûr, par construction, la psychologie évolutionniste ne recherche que des phénomènes d'origine biologique. C'est pas qu'elle est condamnée à ça, je veux dire, c'est sa raison d'être. Donc oui, évidemment, elle ne peut produire que des explications de nature biologique. Elle est faite pour ça, en fait. On va prendre encore une question ou deux avant de passer aux dédicaces. Bonsoir. Je voulais remonter un petit peu en amont, parce que vous parlez d'étudier les études scientifiques par rapport à un certain nombre de phénomènes psychologiques, ou en tout cas qui tendrait à montrer une différence homme-femme ou pas. Et je rebondis sur un peu le fait qu'il y ait des mythes, entre guillemets, scientifiques qui perdurent dans le temps. Alors, c'est pas forcément scientifique, mais la psychanalyse, 100 ans après, on y est toujours d'une certaine manière, alors que, on pourrait fortement la remettre en cause. Et je suis en train de lire
le livre de Sébastien Lemerle sur le cerveau reptilien, où c'est pareil, 70 ans après que c'est soit tombé en disgrâce, on continue à l'utiliser partout dans le milieu marketing, comportemental, etc. Et donc en amont de ces deux exemples, je voulais savoir s'il n'y avait pas fondamentalement d'abord des stéréotypes chez les chercheurs eux-mêmes, enfin des préjugés, et savoir si il y a une représentation plus forte des hommes scientifiques qui sont sur des biais de confirmation de ce qu'ils perçoivent des relations de femmes ou de leurs différences biologiques. Et à contrario, est-ce que vous avez observé plus de nuances dans des études scientifiques qui émaneraient de chercheuses, ou qu'elles soient en équipe ou à titre individuel, voilà, là-dessus. Enfin, la théorie du cerveau très unique avec l'idée du cerveau reptilien, du cerveau mammalien et tout ça. J'en parle un petit peu. Il y a même un encadré là-dessus. Il y a un encadré aussi sur la psychanalyse. Donc, je n'en dis pas plus. Vous verrez. Mais oui, alors moi j'ai pas fait d'études quantitatives en prenant un échantillon d'articles et en regardant selon le sexe des auteurs à quel point c'était plus ou moins biaisé. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est une perception purement, enfin voilà, quelque chose de très subjectif, pas objectivé. Moi, j'ai vu beaucoup de femmes qui écrivaient aussi des énormités, enfin qui semblaient en tout cas être très imprégnées de certaines croyances et qui visiblement cherchaient absolument à trouver la confirmation de leurs croyances dans les études qu'elles menaient. Il y a vraiment parmi les grands noms, enfin, les leaders de la recherche dans ce domaine, enfin, les gens qui essayent depuis des décennies de trouver ces fameux facteurs biologiques qui créent des différences psychologiques, il y a des femmes. Hein. Donc, voilà, j'ai pas été frappée par une différence selon le sexe sur ce plan. Merci beaucoup, vraiment c'était passionnant. Et puis continuons tout ça autour d'un verre. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes nombreuses et nombreux à vous demander si les séries Shocking reviendront un jour. La réponse est oui. Début 2025, après mes dernières chroniques sur la méditation et la transe cognitive de Corinne Sombrin, je vous proposerai des entretiens au long cours explosifs, des témoignages de personnes sorties de croyances profondes, voire radicales, et des analyses d'experts et d'expertes triées sur le volet. Effet placebo, traditionnalisme catholique, gestalt thérapie, alimentation, communication animale, ça va être un festival et croyez-moi, j'ai autant hâte que vous. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent cette entreprise indépendante, gratuite et sans publicité d'éducation à la pensée critique appliquée à soi. C'est grâce à elles et eux que MetaChoc poursuit son action de poil à gratter métacognitif. Si vous aussi vous voulez que l'aventure continue, suivez le lien vers les plateformes participatives. On se retrouve très bientôt donc pour une chronique sur la méditation. Ça va balancer. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.